3, 2, 1. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour. Frédéric Denré, toujours pour vous servir, journaliste. Pour ce forum cyclo à La Roche-sur-Foron, c'est la deuxième table ronde de la journée, la plénière institutionnelle qui porte pour titre « Quel avenir pour l'eau en territoire montagnard ?» Faut-il croire qu'il y a une spécificité de la montagne dans les questions de l'eau? La réponse est dans la question, la réponse est oui. Plénière institutionnelle qui devrait balayer une bonne partie des sujets qui traînent sur l'eau. L'eau est redevenue un sujet politique, l'eau inquiète, l'eau fait peur. Il y a des questions de remise en cause de la gouvernance de l'eau, des interrogations sur le prix de l'eau, sur la qualité de l'eau, les PFAS, etc., etc. Même le projet de réforme de la loi montagne déposé le 18 mai parle beaucoup d'eau, notamment à propos des retenues collinaires et de la GEMAPI. Il y a aussi le projet de loi d'urgence agricole qui a fait peur aux acteurs de l'eau, un peu rassurés par les amendements portés en commission du développement durable de l'Assemblée nationale. Pour parler de tout ça et aussi du bassin Rhône-Méditerranée-Corse sur lequel nous nous trouvons, merci d'accueillir, mesdames, messieurs, Nicolas Mourlon, Élodie André, Martial Sadier et Bruno Forel. Martial Sadier, vous êtes le président du département de la Haute-Savoie et le président du comité de bassin de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Bruno Forel, vous êtes président du syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents, c'est-à-dire le SM3A. Nicolas Mourlon, vous êtes le directeur général de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Élodie André, vous êtes élu dans la bonne ville de Sallanches et vous fûtes longtemps la présidente de la Régie des eaux. Monsieur Sadier, est-ce que tout va bien sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse? Est-ce que vous pouvez nous en donner des nouvelles, voire des bonnes nouvelles? Bien, vous m'entendez? Ça marche? On vous entend haut et clair. Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci d'avoir invité le comité de bassin, mais également le département de la Haute-Savoie à cette table ronde. Alors, comme je suis le premier à prendre la parole, je m'excuse, mais je suis obligé de faire un peu de protocole. Ça soulagera peut-être les suivants. Je remercie tout particulièrement et je salue le directeur général de l'Agence de l'eau. C'est quand même pas rien que le directeur général de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée arbitre dans son agenda d'être là personnellement. Et puis je salue également Florence Evra qui s'occupe des deux Savoies. Et je le remercie puisqu'il y a une participation financière de l'Agence de l'eau sur ce forum. Je voudrais également, puisque l'Agence de l'eau a un lien étroit avec le comité de bassin, le directeur décide de la politique avec son conseil d'administration, mais il a des moyens financiers qui découlent du comité de bassin. Et donc je voudrais remercier Bruno Forel, puisqu'il est élu au comité de bassin, et puis vous saluer toutes et tous, et remercier et saluer mes collègues du département, puisqu'il y a d'abord Georges Morand, l'ancien maire de Sallanches, puisque c'est une aventure qui a commencé au Pays du Mont-Blanc, qui est conseiller départemental, Marie-Antoinette Métral, du côté de Cluse, conseillère départementale, et puis deux élus d'Annecy, Valérie Gonzo-Massol, et puis François Davier, qui est président de la commission des finances du conseil départemental de la Haute-Savoie. Voilà, donc nous on est très heureux d'être là, alors à double titre, puisque j'ai l'honneur de présider le comité de bassin, tout d'abord, et puis j'ai l'honneur de présider un département qui, c'est symbolique ce matin, c'est pas fait exprès, mais depuis 9h ce matin, on a inauguré le forum du handicap juste dans la salle d'à côté, et puis il y a l'eau. Et tout à l'heure dans mon discours, je rappelais que nous avions décrété 4 grandes priorités dans ce mandat au département de la Haute-Savoie, qui était la jeunesse à travers les collèges, qui était le monde associatif à travers le sport, la culture, le social, qui était le handicap et l'eau. Et vous êtes dans un département, pour ceux qui sont du département, je le rappelle,
le directeur le sait, et pour ceux qui ne sont pas du département, vous êtes aujourd'hui dans le seul département de France qui consacre chaque année 40 millions d'euros d'aide directe sur le petit cycle et le grand cycle de l'eau. Nous mettons 20 millions d'euros sur le grand cycle de l'eau et nous mettons 20 millions d'euros sur le petit cycle de l'eau, les tuyaux d'assainissement, l'eau potable et puis les stations d'épuration. Ce qui fait que depuis 5 ans, vous faites le calcul, c'est 200 millions d'euros qui ont été impulsés par le département. Quand on sait que l'agence de l'eau a à peu près mis autant, ça veut dire qu'à nous deux, nous avons eu un effet levier de 400 millions d'euros qui ont probablement provoqué près d'1 milliard de travaux sur la durée du mandat en Haute-Savoie. Et donc, voilà, tous les départements se préparent à l'évolution du climat. Mais s'il y a un département en France qui, je crois, fait le job, entre l'agence de l'eau et le département et les collectivités locales, c'est bien le département de la Haute-Savoie. Alors après, maintenant, pour répondre à votre question, d'abord, il y a des spécialistes bien meilleurs que moi. Il y a le directeur, il y a Florence, mais voilà, la situation de l'eau, on n'a que des spécialistes, donc je vais vous dire des choses que vous connaissez par cœur. D'abord, demain, il vaudra mieux être en montagne que nulle part ailleurs pour faire face à l'évolution du climat. Ça, c'est le premier point pour rester toujours positif. Il continuera à faire moins chaud en altitude ou quand même on commence à le ressentir, mine de rien, la hausse de la température? On fait plus que le ressentir, puisque vous savez que l'Europe occidentale et le climat montagnard est l'endroit où, de par la planète, il y a eu la plus grande incidence du réchauffement climatique, puisque on est à 2 degrés à Genève, mais on est à plus de 3 degrés dans les vallées alpines, où le retrait des glaciers, notamment le retrait de la surface blanche, fait qu'on a un réchauffement qui est beaucoup plus important dans les zones de montagne plutôt qu'ailleurs. Mais pourquoi il vaut mieux le vivre en montagne plutôt qu'ailleurs, globalement? C'est parce qu'on sait maintenant, à peu près, en tout cas dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques, que dans beaucoup de zones de montagne, il va tomber la même quantité d'eau qu'auparavant. Peut-être même, certaines études vont jusqu'à dire, par exemple, que sur le département de la Haute-Savoie, il pourrait globalement sur l'année plus pleuvoir demain qu'hier. Légèrement plus, pas beaucoup. Voilà. A contrario, vous avez des zones dans le sud du bassin qui nous concernent, notamment l'axe Nice-Perpignan, où on sait que là, il va y avoir 15 à 20% de pluviométrie en moins. Et c'est déjà le fait. Pourquoi on est quasiment à égalité? C'est parce que dans ces coins-là, le TP ne va pas augmenter. On est dans des spécialistes, hein, l'évapotranspiration potentielle ne va pas augmenter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à transpirer, parce que c'est déjà tout sec. Et notamment sur la partie sud du bassin, de toute façon, l'été, sur 1 mètre de profondeur, il n'y a pas d'eau, le sol est sec. Donc qu'il fasse un peu plus chaud ou pas, ça ne changera pas grand-chose sur le TP. Par contre, sur l'autre partie du bassin et l'autre partie de la France, on sait qu'on a déjà commencé et qu'on va avoir 180 mm de TP potentiel en plus. Donc ce qui veut dire que d'un côté, on va être un peu à égalité entre ceux qui ont déjà perdu de la pluviométrie et ceux qui vont garder la même pluviométrie, voire peut-être en gagner un peu, mais nous allons être au cœur d'une augmentation significative de l'ETP. Et donc il faut intégrer avec des départements qui connaissent une croissance de population, ceux qui ont une décroissance de la population, ce n'est pas la même chose, et des zones géographiques dans ce pays qui ont un développement économique et ceux qui ont une décroissance de l'emploi et donc une décroissance économique. Et donc c'est l'ensemble de ces éléments, doublé d'un dernier élément qui est maintenant scientifiquement reconnu par tout le monde, c'est que schématiquement, on va quand même vers une saison sèche et une saison des pluies. C'est-à-dire qu'on va vers un système un peu du nord de l'Afrique, où on voit bien qu'aujourd'hui, dans le sud du bassin, pendant 6 mois, il ne pleut plus. Et puis quand il pleut, ça tombe 200 mm ou 300 mm en 2 heures de temps. Seulement en plaine ou également en altitude? Aussi en altitude. On connaît maintenant, y compris dans le département de la Haute-Savoie, des périodes très longues de sécheresse. Et l'étude qu'a portée l'Agence de l'eau à la demande du comité de bassin à travers son comité scientifique, du débit hydrologique théorique du Rhône en 2055, ne laisse place à aucune ambiguïté. On aura un débit du Rhône qui va augmenter potentiellement de 30 à 40%, 30% en moyenne l'hiver. À cause des pluies ou de la fonte des neiges? À cause des pluies qui seront plus concentrées l'hiver et à cause du fait que l'isotherme 0 degré remonte. Et donc forcément, ce qui tombait en neige mettait beaucoup plus de temps à fondre dans le temps. Là, le bassin versant
sera beaucoup plus important parce que ça va tomber en pluie. Je donne un exemple dans le bassin versant de l'Arve, puisque vous êtes ici dans le bassin versant de l'Arve. Dans la vallée de Chamonix, à chaque fois que l'isotherme monte de 500 mètres, ça double le bassin versant. Donc quand vous avez 50 mm d'eau avec un isotherme 0 degré qui est à 500 mètres plus haut ou plus bas, ben vous avez le double de l'eau dans l'Arve. C'est assez mathématique. Et vous aurez, à contrario, comme notamment il y aura moins de neige, ou en tout cas qu'elle sera beaucoup plus en altitude, donc elle aurait fondu beaucoup plus vite au printemps, eh bien on aura un déstockage de neige beaucoup plus tôt au printemps. Et doublé de ces périodes de sécheresse, du vent en plus et de l'ETP en plus, on aura plus 30 à 40% en excès d'eau au printemps, en hiver dans le Rhône, mais on sait qu'on aura 30% à 40% en moins l'été. Et vient se greffer un dernier élément, et là on est le premier bassin d'un grand fleuve en France à avoir fait cette étude, c'est notre fierté. Et on aura de nouveau, grâce à l'agence de l'eau, au comité scientifique et au comité de bassin, une deuxième première qui va venir se greffer sur la première. C'est qu'il faut il faudra corréler demain la quantité et la température de l'eau. Parce qu'un Rhône avec 30% de volume en moins l'été et 40 degrés pendant 45 à 50 jours, c'est à peu près ce qui nous est annoncé en 2050, ça va faire de l'eau chaude dans la Camargue. Et une pollution plus concentrée. D'abord, il n'y a pas que la pollution. Il y a, pour la biodiversité et pour les truites, je pense qu'il y a quand même une partie significative de nos rivières où il n'y aura plus de salmonidés. Deuxièmement, il y a un certain nombre d'activités économiques comme le refroidissement d'un certain nombre d'activités industrielles qui vont avoir quand même de plus en plus de difficultés. Et puis troisièmement, un truc complètement dingue pour des gens de notre âge, en tout cas du mien, c'est d'imaginer que peut-être en 2050, on aura des développements bactériologiques dans le Rhône ou les nappes d'accompagnement du Rhône, qui sont des trucs qu'on avait entendu parler en Afrique il y a 40 ou 50 ans en arrière, mais qui pourraient potentiellement se développer dans des cours d'eau de notre coin, sans compter le pire, c'est-à-dire la SEC, qu'on connaît déjà sur un certain nombre de nos cours d'eau, mais dont on voit bien, y compris en Haute-Savoie, qui apparaissait comme le château d'eau du bassin, qu'il est toujours, mais que nous avons de plus en plus de petits cours d'eau qui très rapidement, dès le mois de mai-juin, quand en dessous de 2000 mètres, il n'y a plus de neige, connaissent déjà des assecs. Voilà. Donc, et vous, il y a des explosions de cyanobactéries tout simplement dans le Rhône, par exemple? Bon, ça, je ne suis pas un spécialiste, on verra. Mais puis, je ne suis pas non plus prophète de la fin du monde. Moi, je suis toujours un éternel optimiste. Je vous ai donné le tableau, qui est un tableau scientifique, que vous pourrez retrouver dans les 750 pages de l'étude du débit du Rhône, qui est un document dont on est fier. Moi, je suis particulièrement fier parce que je suis à l'origine de ce document. Et je remercie l'agence, l'ancien directeur, le nouveau directeur qui avons pondu ce truc. Il a le mérite d'exister. Il va venir être corrélé avec la température. Donc, on aura les données. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Après, le point positif quand même, c'est de rappeler qu'on va avoir la même quantité d'eau, qu'elle va être répartie différemment, qu'on sait les choses. Différemment, donc, qui rimera avec brutalement, c'est-à-dire qu'on aura tout d'un coup des rivières qui vont déborder. Oui, ça fait partie. Ça fait partie des défis, par exemple, que le président du SM3A a sur les bras. On sait très bien que l'Arve, on a eu quelques crues centenales sur les 10 dernières années. On a eu 3 crues centenales sur les 10 dernières années. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on sait très bien quand on voit à Annemasse et à Genève les 3 dernières crues centenales, si vous mettez plus 30%, c'est pas compliqué, ça passe pas. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer, et c'est tout l'engagement de l'agence de l'eau et des collectivités territoriales. Je termine juste sans être trop long, je m'excuse parce que je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin de la table ronde. C'est que d'abord on sait, deuxièmement il vaut mieux le vivre dans notre bassin en France plutôt que nulle part ailleurs. Troisièmement, on a une capacité d'adaptation quand même qui est là. Et si on s'y met tous, on peut y arriver. C'est de la méthode Coué, ça, ou vous y croyez vraiment? Non, parce que sinon je ferai autre chose. Puis en plus, je ne suis pas payé. Président du comité de bassin, c'est gratos. Hein. Ça fait 9 ans que je suis gratuit. Donc si j'y croyais pas, il y a belle lurette, je ne suis pas plus con qu'un autre, que je ferai autre chose. Non, ce n'est pas de la méthode Coué. C'est juste de dire que si ensemble, on économise de l'eau et que personne ne vient autour de la table en disant l'économie d'eau, elle est pour les autres, mais elle n'est pas pour moi. C'est-à-dire que si tout le monde, dans un bassin de vie, se dit j'ai ma part à prendre sur l'économie de l'eau. Deuxièmement, s'il n'y a aucun secteur socio-professionnel qui dit en investissement dans la recherche, je peux peut-être trouver une nouvelle technologie pour faire la même chose que je fais aujourd'hui
en économisant de l'eau. Troisièmement, si on accepte dans certains endroits de réutiliser les eaux usées, pas partout, eh ben c'est une troisième solution. Si on accepte ceux qui ont la chance d'être dans un bassin où il y a beaucoup d'eau, de tirer un tuyau pour aller aider des amis qui ont moins d'eau, pas partout, pas n'importe comment, mais dans certains cas de figure, c'est la quatrième solution. Et puis, cinquième solution, même si je sais que c'est un gros mot pour certains, pas systématiquement, pas partout et pas n'importe comment, ben, quand on aura des rivières qui débordent, qui inondent et qui sont dangereuses l'hiver, ben, ce serait peut-être pas stupide, pas partout, pas n'importe comment, mais dans un certain nombre de cas de figure, de stocker de l'eau pour qu'on l'ait à disposition plus tard dans l'année. Il n'y a pas une solution, mais c'est la combinaison des bonnes volontés, c'est la gouvernance locale qui doit amener à tout le monde à se mettre autour de la table et que personne ne se dise « le problème, il n'est pas pour moi, il est pour les autres ». Et c'est en combinaison des solutions multifactorielles que j'ai citées, l'économie, la substitution, la recherche scientifique, le développement de nouvelles technologies, le stockage de l'eau, les eaux usées. Eh bien, si on arrive à faire ça ensemble, et c'est tout le boulot du comité de bassin et de l'agence de l'eau, et puis des collectivités territoriales qui sont responsables, eh bien, oui, je pense qu'on arrivera à relever le défi, et je pense que dans ce réchauffement planétaire, eh ben, il vaudra quand même mieux encore être en France que nulle part ailleurs en Europe. Alors ça fait quand même beaucoup de si, mais alors sur les retenues collinaires, hein, c'est un amendement qui a été posé au projet de loi d'urgence agricole. Je vous lis: lorsque le ministre chargé de la police des eaux constaterait une inondation majeure qui rend toute infiltration impossible, les volumes pourraient être stockés. Donc une facilitation de création de retenues ou en tout cas de réserves. Par dérogation, et également le projet de loi transpartisane visant à adopter la loi montagne qui, dans son article 4, vise à développer une politique de stockage de la ressource en eau multi-usage avec comme point d'ancrage la préservation de la biodiversité et une consultation systématique de la clé. Et ça, pour le coup, c'est transpartisan, y compris, pour faire court, les écolos qui ont participé à l'élaboration de ce projet de loi. Donc, a priori, on irait dans votre sens. Mais juste un mot là-dessus, on le fait déjà. Hein. C'est très bien que les parlementaires écrivent dans la loi ce qui se passe sur le terrain. C'est bien, parce que ça permet de donner un cadre. Mais par exemple, si vous prenez dans la clé du Sage de l'Arve, qui est une des grandes clés, qui est le deuxième domaine skiable de France, en fait. Le premier, c'est la Savoie, et le deuxième, c'est la Haute-Savoie. Et comme la clé du Sage de l'Arve comprend la quasi-totalité à Paravoria des domaines skiables de Haute-Savoie, je pense que la clé du Sage de l'Arve, puisqu'il n'en existe pas partout en Savoie, est la plus importante, c'est la plus grosse clé de domaines skiables de France, la clé dans laquelle se situe cette conférence aujourd'hui. Et ben, je peux vous dire que depuis 10 ans qu'elle existe, tous les sujets concernant la neige de culture, les retenues collinaires, sont passés en clé de sage et ont obtenu l'unanimité sur les projets. Soit ils ont été refusés parce que la clé estimait qu'il n'était pas nécessaire et qu'il n'était pas correct, soit la clé, y compris les associations environnementales, ont donné leur accord et ont voté. Donc moi, je crois beaucoup à la gouvernance locale. C'est l'ADN du comité de bassin, c'est l'ADN des parlementaires qui ont créé la décentralisation de l'eau à travers les grands fleuves et les comités de bassin, à travers le SDAGE qui est décliné dans une gouvernance locale. Je crois énormément sur ce sujet du partage de l'eau parce qu'on parle de l'identification des besoins et ensuite du partage de l'eau dans un bassin de vie. On trouvera la solution si ce sont les acteurs du bassin de vie qui se mettent autour de la table et qui sont capables, y compris d'ailleurs en se bugnant quelquefois, parce que je ne vais pas vous dire que les réunions de la clé du Sage de l'Arve, ça se passe toujours à 12 de tension. Hein. Il y a quelquefois, c'est un peu chaud. Mais on est toujours arrivé à trouver une solution. Donc je suis persuadé qu'il faut absolument poursuivre la décentralisation de la gestion de l'eau et que les clés sont le bon outil pour mettre en œuvre ce partage de l'eau et relever le défi qui est devant nous. Pourtant, il y avait des matières à s'inquiéter. Hein.
entre le tweet du 13 janvier du Premier ministre qui considérait que finalement il fallait tout laisser aux irrigants, ce qui avait valu quelques remontrances de la part des agences de l'eau. Mais pour vous rassurer, cette gouvernance de l'eau a été ajustée dans le projet de loi d'urgence agricole. Les clés sont renforcées. Je vous donne les chiffres. Le nombre de sièges des usagers non économiques dans les comités de bassin a été augmenté et les usagers économiques a été diminué. Et il y aurait un représentant de l'agriculture biologique dans les comités de bassin. En tout cas, c'est le projet de loi tel qu'il était le 11 mai. Messieurs, madame, quelques réactions. Je ne sais pas, Élodie André à Salanches, apparemment, il n'y a pas de problème d'eau. Il y a de l'eau partout. Vous ne savez pas quoi en faire? Ça marche, oui. Oui. Alors, j'irai pas jusque-là. Oui, on a une richesse en eau qui est quand même assez incroyable, des ressources en gravitaire, un aquifère qui donne beaucoup. Hélas, hélas, pourquoi? Oui, hélas, parce qu'on ne peut pas l'exploiter en direct. Il est riche en sulfate, donc c'est la dissolution naturelle d'une roche. Donc, pour pouvoir exploiter cet aquifère, on est obligé de brasser les eaux. Aujourd'hui, on exploite environ 65% de notre ressource, de la ressource en eau. Et il est vrai qu'on a 2 ressources déficitaires, mais qui sont facilement absorbées par le reste. Donc, on n'a pas de problème d'eau. D'ici plusieurs années, avec le réchauffement climatique, ces 2 mêmes ressources d'eau seront toujours déficitaires. On exploitera, c'est le bureau d'études qui nous a fait le schéma directeur, environ 75% de la ressource en eau. Il est vrai qu'on est toujours bien, mais je continue à tirer la sonnette d'alarme. Le discours doit être toujours de préserver la ressource en eau. Il est important de continuer à l'économiser, à la partager, à trouver d'autres manières, et M. Sadier le soulignait, admettons comme la réhute, à exploiter d'autres versions. Et voilà, pour Salanches, on n'est pas à plaindre, mais attention, ce n'est pas l'idée de gaspiller cette eau. C'est difficile de faire comprendre ça aux administrés, aux usagers. Ne gaspillez pas, soyez sobre, faites de la réhute, alors que l'eau est là. Oui, c'est tout un travail de pédagogie, de communication, et ça, c'est le travail des élus avec les agents pour amener ce message-là. Augmenter le prix de l'eau sera plus simple, non? C'est pédagogique le prix de l'eau. Oui, mais ce n'est pas non plus la solution. L'eau paye l'eau. Donc aujourd'hui, si les investissements en face correspondent au budget, et pour moi, il n'y a pas l'intérêt d'augmenter significativement l'eau. On doit l'augmenter parce que le jour où on passera sur une augmentation, il ne faut pas que le contribuable se retrouve avec une facture qui explose. Mais augmenter l'eau parce que c'est la réponse à une pédagogie, ce n'est pas la solution. Bruno Forel, quel constat vous faites sur l'Arve? Quelles inquiétudes avez-vous? En termes de réchauffement climatique? En termes de tout, est-ce que l'Arve se transforme en oued sec en été en 2100 qui tout d'un coup se remplira à l'occasion d'une pluie magistrale? Alors notre président du comité de bassin et président du département a fait un exposé particulièrement brillant sur la situation climatique, donc je ne reviendrai pas là-dessus. En revanche, une rivière, c'est un moment, puis c'est une histoire. Et dans l'Arve, une des questions qui est beaucoup en cause, c'est son histoire et la manière dont il a évolué dans le temps. C'est-à-dire son histoire. Par exemple, vous prenez au sortir des gorges de Chamonix, quand on arrive à Passy, l'Arve est descendu de 12 mètres. Le niveau de profondeur du lit est descendu de 12 mètres. Depuis à peu près le début on va dire milieu du 19e siècle, quoi. Donc ça veut dire qu'on a de véritables enjeux devant nous, y compris des enjeux profonds, des enjeux géographiques. Un des éléments que sûrement on doit évoquer quand on parle des questions de l'eau en montagne, c'est le rapport du rythme. Ça a été dit, la même quantité d'eau, oui, mais pas au même rythme. Ça a été aussi souligné. Et le rythme en montagne, c'est très important. Parce que gel-dégel, c'est une des choses qui dynamise les coteaux, et notamment les coteaux élevés. Le recul du permafrost ou de l'équivalent du permafrost en montagne, c'est-à-dire des sols gelés, et puis surtout son alternance entre gel et dégel sur des périodes courtes, dynamise les versants, et les responsables des villes qui sont juste des villes d'altitude qui sont toujours en creux des vallées, c'est quand même des enjeux qui sont colossaux. Et ça change déjà le rythme gel-dégel? Ah oui,
on a des effets de lave torrentielle, on a des effets d'éboulement qui sont plus nombreux qu'autrefois. C'est évident, enfin qu'autrefois. De quelle autrefois parle-t-on, hein? Si on prend des photos du début du siècle à Chamonix, il y a des blocs erratiques qui sont aujourd'hui, enfin, qui sont situés à des endroits où aujourd'hui il y a du construit. Ces blocs erratiques, ils sont descendus de la montagne, hein, ils sont pas poussés du sol. Donc, dans les temps lointains, c'est un peu difficile à analyser, mais voilà des sujets qui sont clairement devant nos responsabilités. On a un exemple simple. Il n'y a pas très longtemps, on a un recul du glacier des Bossons. Le glacier a changé d'exutoire. Il est passé alors je ne veux pas dire de bêtises, parce que je suis capable de faire des erreurs, mais donc il est passé de la Creusette au ruisseau des Bossons. Et il a fallu faire tout l'aménagement sur la ville de Chamonix pour rectifier le gabarit, parce que la quantité d'eau qui passe, c'est pas la même. Et puis Pourquoi ça a changé? Question très bête. Parce qu'il a reculé. Tout simplement. Comme le glacier a reculé, le relief du sous-glaciaire a changé, et donc l'eau, elle suit la plus grande pente. Et la plus grande pente, elle a changé. Donc, du coup, c'est passé de l'autre côté. Il y avait toujours les deux exutoires, mais un était privilégié par rapport à l'autre. Et puis il se trouve qu'auprès des deuxième exutoire, il y avait le camping des Écureuils. Et donc, il n'y a plus de camping. Si, il y a encore un camping. Les pompiers l'ont évacué 4 fois en pleine nuit. Ça n'a peut-être pas duré. Il y a 2 étés. On a dit on ne va pas faire ça comme ça. Donc on a fait avec la ville de Chamonix, avec toutes les autorités compétentes, on a fait le boulot et on a fait en sorte que maintenant le ruisseau puisse couler quand on a en été des grosses arrivées, parce qu'en plus il y a un décalage, on a toutes les chances, hein. Quand vous avez un isotherme qui remonte la journée, les arrivées d'eau, le temps qu'elles arrivent du sommet, ça arrive à peu près vers minuit, 1h du matin. Donc c'est toujours le moment où c'est le plus facile d'évacuer. C'est toujours un peu multiplié comme ça. Bon, aujourd'hui, le gabarit a été rectifié, ça passe. Et donc, mais bon, voilà un petit exemple, tout petit. Hein, Martial l'expliquait à l'instant, on a connu en 2023 la plus grosse crue jamais enregistrée depuis qu'on mesure les crues de l'Arve. Et c'est passé, mais on va dire qu'il ne faudrait quand même pas qu'il y en ait beaucoup plus. Et vous avez été surpris par cette ampleur, ou compte tenu des infos que vous avez, vous étiez dit à un moment ou un autre ça va nous arriver? Écoutez, on a été, faut le dire quand même, on a été quand même surpris par l'ampleur. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que jusqu'au milieu de la nuit, on se disait ça va passer, on va retomber sur la crue de 2017 qui était à peu près, qui était déjà élevée, qui était la plus élevée qu'on avait enregistrée. Et on s'est dit, on est au pic, ça va le faire. Et puis, en fait, non, ça n'a pas suffi. Et en fait, l'appareil de mesure le plus pertinent qu'on a, il est à Genève, a même été débordé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a arrêté de mesurer à 1100 mètres cubes seconde quand même. 1100 mètres cubes seconde. Quand même se rendre compte de ce que ça représente, hein. C'est colossal, hein, pour une rivière comme l'Arve, évidemment, pour le Danube un peu moins, mais pour l'Arve c'est énorme. Donc c'est des sujets qui sont devant nous, auxquels on doit répondre et faire face. Mais ça, c'est des sujets risques. Est-ce qu'on est capable, justement, étude de risque, vous dites, est-ce qu'on est capable de modéliser avec une marge d'erreur suffisante, ou pas du tout? On est dans l'imprévisibilité. On n'est pas capable de modéliser avec une certitude absolue, etc. Mais on y travaille de plus en plus. Autrefois, on n'avait pas de système d'alerte, maintenant on en a. Autrefois, on n'avait pas de système de modélisation, on en a. On a fait le lidar de la totalité du lit. On a une observation quotidienne du niveau d'eau, du rapport entre les potentialités de débit et les situations atmosphériques que les prévisions nous font connaître. On développe des outils sans cesse plus grands. On a équipé la totalité du bassin en mesures hydrographiques, hygrométriques pour pouvoir savoir ce qui tombe, dans quelles conditions. Des études comme celles qui ont été menées par l'Agence de l'eau nous permettent d'avoir aussi des liens et des rapports. On y travaille, on améliore sans cesse. Après, la nature reste la nature, le temps reste le temps. Et oui, nous sommes en face d'un changement rapide et qui met en cause un certain nombre de choses. Je pense que c'est surtout ce que nous devons retenir. Il est temps d'être attentif aux changements qui nous arrivent, sans préjuger, sans chercher nécessairement à savoir c'est la faute à qui, parce que je pense que ce n'est pas le sujet. Par contre, en essayant de compter
tous là où on est, qui a été dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter notre existence, nos vies, nos désirs, notre développement à la réalité qui s'impose de plus en plus différente à nous. Monsieur Mourlon, le tableau, le constat qui a été fait, il est partagé par tous, entre les usagers. Tout le monde sait qu'il va falloir un peu plus partager, un peu plus discuter, parce que on est sur un gâteau qui se rétrécit, qui devient en même temps imprévisible, qui peut se rétrécir d'un coup, grossir démesurément sur quelques jours. Les choses sont claires. Alors, est-ce que le partage de l'eau, est-ce que la démocratie de l'eau, pour faire court, vous me voyez arriver? Bonjour à tous et merci aux intervenants, différents propos. Merci, Monsieur le Président. Alors, en écoutant la première table ronde et celle-ci, moi j'ai plein de sujets qui me viennent en tête et plein de sujets que je veux évoquer. Alors, moi aussi, on avait parlé de la montagne. Alors, le Président m'a tordu une perche sur le fait de mon agenda et c'est une chose, tous des agendas compliqués. Moi, je suis directeur de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et la grande chance que j'ai, c'est de voir le sujet de l'eau dans un nombre de territoires considérable. Hier, j'étais à Porquerolles. Je vais vous plaindre. Vendredi, je suis à Dijon. Je me déplace dans beaucoup d'endroits et je vois des choses, des constantes, justement, sur cette préoccupation autour de l'eau, autour des élus qui peut-être avaient le sentiment de quelque chose qui était géré et que maintenant qui ont la conscience que c'est beaucoup plus compliqué, voilà, il y a des choses à faire. Donc, beaucoup de choses ont évolué. Chacun écrit une histoire qui est liée au sujet et une des constantes, c'est que ça change beaucoup, ça chauffe. Voilà. L'autre point que je voulais faire en disant que j'ai une grande chance des directeurs de cette agence, c'est la montagne. Ici, il y avait un thème montagne important. Le bassin Rhône-Méditerranée, c'est tous les cours d'eau qui vont à la montagne, qui vont à la mer, Méditerranée. Je suis la seule agence dont le nom de la mer figure dedans. Regardez bien, c'est très important là. Et le milieu montagnard couvre une grande partie de ce territoire. Que ce soit la moyenne montagne, Jura, l'Ardèche, soit la haute montagne, hein, on est dans les Savoies. La montagne est très importante sur notre territoire. Et dans tous ces territoires de montagne, vous allez voir où je vais venir après, hein, mais l'eau a été très longtemps une ressource. Tout ça, c'est des évidences pour tout le monde. Mais l'industrie est liée à l'eau, la force motrice est liée à l'eau, l'occupation des vallées, le pastoralisme, c'est parce qu'il y avait de l'eau sur des endroits qui avaient été libérés par la neige l'été. Enfin, c'est aussi ça. Donc l'eau est une ressource qui a permis d'occuper ces territoires. Si on a pu faire de la neige pour faire du ski, c'est parce qu'il y avait de l'eau. Hein. Enfin, pas fabriqué, hein. Mais juste ce que vous voulez dire, c'est que ça, on l'a oublié, tout simplement. Non, je veux juste dire, l'eau est une ressource majeure pour la montagne. Et aujourd'hui, déjà, c'était compliqué d'y vivre en montagne. Enfin, moi, je suis de la plaine, hein, ma mère est belge, mais je sais que c'est difficile. Moi, je suis ch'ti, vous savez. Les hivers sont compliqués. Mon père est de la Creuse, quand même un peu. Mais les hivers sont rudes, c'est déjà compliqué, il y a des à-coups. Et là, il se passe des choses, c'est juste incroyable. Je réfléchissais. Dans mes livres de collège, en géographie, il était écrit que l'hiver en montagne, il y avait un étiage. Vous pensez que dans 20 ans, dans les livres de collège, il y aura écrit que l'hiver, il y a un étiage en montagne ? Ça ne sera plus écrit. Hein. En 2018, il y a eu des crues sur l'Isère et sur l'Arve. Ça a été dit en plein hiver, en mois de décembre. Moi, j'étais à Tignes, à 2200 mètres, et il pleuvait. Parce qu'il neige plus et qu'il pleut. L'isotherme zéro bouge. L'isotherme zéro bouge. J'ai eu une brillante démonstration par un ingénieur de Météo France l'année dernière, lors d'un colloque qui avait été organisé par le Parc national des Écrins, je fais de la pub pour les collègues, sur justement le changement climatique en montagne, qui était organisé en décembre. C'était brillant sur le montée de l'isotherme qui provoque un certain nombre de choses, et du coup qui est amplifié, ce que disait Monsieur le Président, c'est-à-dire là où vous aviez un manteau blanc pendant 6 mois, si vous avez du noir, parce que vous avez moins de neige, le noir, ça ne réverbère pas la chaleur. L'albédo diminue. Voilà, l'albédo. Donc, je veux dire, l'eau,
majeur, c'est une ressource importante pour la montagne. La montagne ne peut pas faire sans eau. Et les activités, l'agriculture, l'industrie, tout ça, c'est fait grâce à l'eau. Et donc aujourd'hui, tout le monde est percuté. Il y a un enjeu d'y aller ensemble. Et pour répondre vraiment directement à votre question, parce que tout le monde en a conscience, moi, je vais plus soyer dans le propos du président, M. Forel également. Alors, en illustrant un point, moi, je suis directeur de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. L'agence de l'eau, c'est très simple. On collecte un impôt sur les redevances et avec ça, on finance des projets qui sont favorables à l'eau. Et la décision sur le montant des redevances est faite en comité de bassin par un endroit où il y a donc présidé par un élu, où on a des usagers économiques, non économiques, des agriculteurs, des industriels, des associations de protection de l'environnement, tout le monde, et on a une règle, en tout cas une recherche de consensus et de décision collective qui est faite là-bas. Quand j'ai débuté dans les années 2000, j'étais en Bourgogne, je voyais ce qui se passait sur Rhône-Méditerranée. Les agences de l'eau, c'est à peu près 2 milliards d'euros de redevances, tout compris. Il y avait 1 milliard en Seine-Normandie, il y avait 365 millions en Rhône-Méditerranée-Corse. Là, je reviens, la chance de venir comme directeur de l'agence. J'arrive, le premier vote, on est à 632 millions. Voilà. Et ça, pour moi, c'est qu'il y a une conscience, une volonté de dire, l'eau, c'est un sujet important. C'est quasi un doublement en 15 ans. Tous les domaines n'ont pas quasi doublé comme ça. Et ça s'est fait dans le consensus parce qu'on a envie d'y aller. Et parce qu'on a conscience que c'est un sujet majeur pour notre développement. Et le dernier sujet que tout le monde n'a pas forcément conscience, l'eau en France, elle tombe à peu près de manière équivalente partout. C'est 1 mètre d'eau sur 500 000 km², fait 500 km3, enfin voilà, tout ça. La France, on prélève à peu près 30 milliards sur ces 500 chaque année, de prélèvements, tout compris. Est-ce que vous savez combien il y en a dans le bassin Rhône-Méditerranée? Pour dire à quel point l'eau est importante chez nous, c'est 19. Sur les 30 en France, c'est 19 sur le bassin Rhône-Méditerranée. Donc, il y a les centrales nucléaires, certes, mais il n'y a pas que ça. Hydroélectricité, il y a l'industrie, il y a l'agriculture, notamment l'agriculture méditerranéenne. Et donc, on est très fortement dépendant de l'eau, on est très organisé pour la gérer. On a des magnifiques outils pour la gérer, que ce soit des clés ou un certain nombre de concessionnaires, BRL, la Société du Canal de Provence, enfin, on a un certain nombre de choses. Et on a très conscience qu'il va falloir continuer à le faire et que ça va coûter de l'argent et que pour ça, il faut s'entendre. Alors est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que les structures qui permettent de s'entendre, sont toujours aussi efficaces? Est-ce qu'elles sont suffisamment étendues sur tous les territoires? Autrement dit, est-ce que la gouvernance de l'eau telle qu'elle est née de la loi de 64, elle est à modifier? Est-ce qu'elle est menacée? Est-ce qu'elle est ou est-ce que tout va bien? Autrement dit, est-ce que le changement climatique vient nous dire certaines choses sur notre manière de dialoguer, d'exercer la fameuse démocratie? Je vais donner un autre exemple. Moi, quand j'ai candidaté pour devenir directeur de l'agence de l'eau, on était fin 2023 et c'était le moment où ça chauffait à Sainte-Soline. C'est pas chez nous. Les Deux-Sèvres. Et je me suis dit, ouais, ça va être la guerre là où je vais. Enfin, le sujet d'eau, ça va être très très compliqué. Vous savez, il y a tous les livres, la guerre de l'eau, on a fini avec l'eau, enfin voilà, c'est des sujets qui reviennent souvent. Et puis, du coup, je me suis un peu renseigné, j'ai des collègues de l'agence dit, bon, oui, c'est tendu, mais par exemple, le sujet des retenues, c'est pas un sujet chez nous, parce qu'on se parle, parce qu'on a des PTGE depuis 2016, c'est ça, 2015. On a des PGRE à l'époque, on a eu des PTGE. C'est des bons outils, ça. C'est des gros outils. On a mis tout le monde autour de la table. On a discuté projet. Et après, derrière, on arrive à les enclencher, on les met en œuvre. Et parce que l'outil financier, du coup, doté grâce aux décisions du comité de bassin, permet de les accompagner. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des problèmes. Enfin, c'est sûr. Mon prédécesseur, si vous avez l'occasion de voir le film Hydros, ou vous aurez l'occasion de le voir, s'exprime pas mal dans ce livre en répétant, il y a des territoires où vraiment le sujet de l'eau va devenir un sujet de cohésion sociale et territoriale. De cohésion ou de décohésion, pour le coup de conflit. Ouais, et du coup, et ça dépendra de quoi pour éviter le conflit? Ça dépendra d'une structure existence, d'une clé, d'un EPTB, ou ça dépend juste des hommes et des femmes, c'est-à-dire de quelqu'un qui incarne, qui est convaincu, et puis qui... Moi, je pense que c'est un peu tout, mon général. Il faut des données, il faut de la transparence. Ça, c'est toujours quelque chose qui revient souvent dans les demandes. C'est-à-dire pouvoir... il y a une structure qui soit légitime à fournir de la donnée, à organiser la donnée. Le président signalait souvent ce sujet sur le débit du Rhône. On pourrait en parler très longtemps, mais quand on a une donnée, on la partage.
Et on dit, voilà, on a un problème, on l'a tous. Hein. On n'est pas tout seul, il n'y a pas quelqu'un qui a plus le problème que les autres. Hein. On a tous ce problème-là. Et donc, il va falloir être solidaire, il va falloir travailler ensemble. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut construire. Et après, il faut des élus, effectivement, qui construisent une histoire, qui écrivent une histoire, qui ont de la constance. Et c'est le travail que font... moi, je suis pas l'élu dans l'affaire. Je l'ai été, mais pas dans le domaine de l'eau et pas dans ce territoire. Mais voilà. Élodie André, la gouvernance de l'eau, ça se passe bien? Enfin, comment ça se passe à l'échelle d'une commune, d'une collectivité? Eh bien, c'est un peu pour rebondir sur les propos de M. Mourlon. Quand il y a une cohésion et que l'intérêt général prime, on s'entend et on s'accorde. C'est sûr que quand il va y avoir, et c'est un peu passé au moment du transfert de compétences, quand la discussion a eu lieu sur le précédent mandat, quand les intérêts diffèrent, il y a des tensions. Mais comme je dis, c'est pas parce qu'on s'engueule qu'on se couche fâché. Donc voilà, à la fin, on arrive toujours à trouver le consensus et il y a de la discussion parce qu'au final, notre territoire, on l'aime, l'intérêt, on l'aime, on est des montagnards, donc c'est ce qui nous lie. Parler de transfert de compétences, c'est la loi NOTRe. Oui. Vous étiez contre, je crois. Moi, Pourquoi ? Alors, au nom de la Régie de l'eau, je portais le message où j'étais contre dans le fait où, pour un même niveau de service, le prix de l'eau pour le Salanchard allait être augmenté de 40%. Et ça, n'est pas acceptable, ne serait-ce que pour le consommateur ou pour nous, à Salanches, on a un hôpital. C'est le plus gros consommateur, quasiment 42 000 m3. Augmenter le tarif de 40% de l'eau, c'est petit à petit l'amener à une mort certaine. Donc, ce n'était pas entendable. Et la solidarité aval, amont, amont, aval? Mais on n'a pas besoin d'une loi pour être solidaire. Enfin, ça a toujours été un peu mon slogan quand on a discuté de ça. Les connexions, il y en a certaines qui existent. On a eu un problème en 2023 à Salanches. Il y a eu de la solidarité entre communes. Il n'y avait pas la loi à l'époque. On peut s'entendre, mais pas au prix de 40% d'augmentation d'une facture d'eau pour le même niveau de service. Martial Sadier. Oui, d'abord je voudrais saluer l'arrivée de Sylvia Perruquion, la nouvelle maire de Salanches, parce que cette aventure est partie de Salanches, donc Sylvia, bonjour. J'ai cité Georges avant que tu arrives, l'ancien maire de Salanches, et donc on est très heureux d'accueillir la nouvelle maire de Salanches, qui aurait pu venir se mettre devant, mais donc je la salue. Non, peut-être juste en complément. D'abord, quand il y a l'argent, ça reste quand même le nerf de la guerre. Hein. Mm-hmm. Et face aux défis qu'on a, il faut la sensibilisation, mais il y a un enjeu financier. D'abord, il faut rappeler que quand le président de la République s'engage personnellement sur le plan eau, et quand le président de la République, Chirac l'a fait sur la sécurité routière, rappelez-vous, 10 000 morts, on est à 3 500, il l'a fait sur le handicap et sur le cancer. Quand on n'aime pas Macron, c'est pas le débat, hein. Mais quand on a le président de la République qui s'engage personnellement sur une thématique dans ce pays, les choses, elles bougent. Pourquoi le président s'est engagé? Tout le monde l'a oublié. En 2023, il y a 6500 communes en France qui n'ont plus de l'eau au robinet. C'est ça la réalité. Il y a 6500 communes qui n'ont plus d'eau au robinet en 2023. Et là, on est tous pareils. Hein. C'est comme en ce moment, les Français, ils n'ont pas compris que ça n'allait pas bien en France. Mais tant qu'il y a de l'eau au robinet, tout le monde se dit, après tout, je peux me doucher, je peux me laver les dents, la machine à laver, la machine à lave-vaisselle, il tourne, tout va bien. Le jour où vous ouvrez le robinet et que ça ne coule plus, là, il y a un petit problème quand même. Hein. Et là, la prise de conscience de tout le monde, elle est très rapide. Bon, à cette époque-là, on avait retiré des budgets de l'eau 400 millions d'euros pour financer l'OFB en 2017. Ça n'a pas changé. Hein. Non, si. Après, la question, c'est de savoir où est-ce qu'on a pris l'argent pour venir compenser ce qu'on nous avait piqué. Mais l'avantage de l'arrivée du président de la République, et on n'y est pas innocent, l'Agence de l'eau de Méditerranée, et le fait qu'on a eu ce coup de 2023, oui, la canicule et la sécheresse, fait que ça a ramené les décideurs de se dire il faut qu'on retrouve un moyen de redonner les moyens aux agences de l'eau. Voilà, c'est 2,2 à 2,3 milliards par an, les programmes des agences. Donc déjà, le premier point, c'est qu'il faut que l'argent de l'eau, l'imposition sur l'eau, elle serve à l'eau et qu'elle ne serve pas à autre chose. Et pas à l'OFB. Voilà. Mais à la limite, si elle sert à l'OFB puis que l'OFB s'occupe de l'eau, pourquoi pas? Mais sauf que le problème, on nous a fait croire que l'OFB s'occuperait de l'eau, sauf qu'ils ne s'en occupent pas. Et je ne dis pas qu'ils font rien, ils font d'autres missions.
Donc, il faut que les redevances de l'eau, ça c'est mon combat depuis 2017, parce que je suis le chef de file de ce combat, et tout le monde reconnaît quand même que j'y suis pour quelque chose si on a retrouvé nos moyens financiers, 100 millions pour notre agence, 100 millions qu'on nous prélevait, il faut qu'on arrête de nous piquer les redevances de l'eau. Les redevances de l'eau, c'est ce qu'on appelle une redevance affectée, ça doit être affecté au défi de l'eau dans sa qualité et sa quantité, premier élément. Deuxième élément, personne n'en parle, chers collègues élus, la totalité des budgets des établissements publics s'occupant de l'eau potable et de l'assainissement, c'est entre 25 et 30 milliards par an. La totalité, voilà, le SILA, la régie des eaux de Salanches, la régie des eaux de Bonneville, etc., c'est 25 à 30 milliards par an, en plus des 2, et quelques 2 milliards. Et puis ensuite, les départements mettent à peu près 1 milliard par an. C'est à peu près ce qu'on avait. Voilà. Donc ça doit être de l'argent qui doit être sacralisé, parce que si cet argent est sacralisé, on pourra relever une bonne partie du défi qui est devant nous. Voilà. Ensuite, sur la gouvernance, moi je reste persuadé qu'il faut encore un élan de décentralisation encore plus fort. Et on voit bien que l'échelon local, avec le département et avec l'agence de l'eau, ça donne une bonne vision. L'agence est là pour avoir la cohérence à l'échelle du Rhône. Le département, je pense, est une bonne échelle, parce que traditionnellement, c'est les départements qui sont engagés aux côtés des communes et des communautés de communes sur un beau tas de sujets, y compris l'eau. Et puis ensuite, l'échelon local sur l'eau et sur l'assainissement. On n'a pas besoin de grandes révolutions, mais on a probablement besoin, de la part du législateur, qui réaffirme ce bon étage de fusée. Dernier élément, quand on parle d'argent... Attendez, pour être très concret, pour rebondir sur ce que disait Élodie André, on n'avait pas besoin de la loi NOTRe. Il suffisait de faire confiance aux élus locaux. Oui, enfin, le nôtre, c'est une affaire de sénateur, c'est pas une affaire de député. Je vous dis, Les sénateurs l'ont ce bien truc, amoindri d'ailleurs. C'est le cirque depuis 15 ans au Sénat sur le transfert de l'eau et de l'assainissement à l'Assemblée nationale. J'y étais 20 ans, ça n'a jamais fait débat. C'est le Sénat qui sans arrêt a remis, et je ne juge pas, voilà, je ne me suis jamais mêlé, je ne serai jamais candidat au sénatorial et je serai probablement jamais sénateur. Mais voilà, mais c'est une affaire qui a été agitée en permanence par le Sénat, alors qu'à l'Assemblée nationale, ça n'a jamais fait débat. Voilà, après, les chambres sont libres. Voilà. Je ne comprends pas, il n'y avait pas besoin d'une loi pour ça, il suffisait de faire confiance aux élus. Actuellement, on a besoin des législateurs, c'est sur la taxe d'aménagement, qui est plus encaissée. Qui est plus encaissée par les CAUE, qui est plus encaissée par les départements, qui est plus encaissée par les communes et par les communautés de communes. Et comme on n'encaisse plus la taxe d'aménagement, le département de la Haute-Savoie, à la fin de l'année, n'a plus de stock d'ENS, d'espaces naturels sensibles, qui provient du prélèvement de cette taxe d'aménagement. Oui, là, on a besoin des parlementaires, parce que le cirque, ça fait 3 ans que ça dure. On avait un système qui marchait. Et comme en France, vous savez que la maladie chronique de la France, c'est comme on n'est pas foutu de s'attaquer à ce qui ne marche pas, on s'attaque à ce qui marche. Et donc on avait un système qui marchait, c'était les DDE qui prélevaient le truc, on a voulu changer le truc, maintenant c'est à la DDFIP, bilan des courses, ça fait 3 ans qu'il n'y a plus personne qui touche d'argent. Et moi, je vais bientôt être à sec, c'est le cas de le dire, au niveau de mes taxes ENS, à la fin de l'année, le département de la Haute-Savoie, qui était une des plus grosses redevances départementales de France, va être à sec, et bilan des courses, je vais devoir taper dans le budget général, alors que j'avais une taxe affectée avant. Voilà ce qu'on attend des parlementaires et des gouvernants, qui soient ceux d'avant où je faisais partie, ceux d'aujourd'hui, ceux d'avant-hier et puis ceux de demain, c'est qu'on sacralise l'argent qui est consacré à l'eau. Il y a une manne d'environ 32 à 33, 34 milliards d'euros par an. Si déjà on arrive à sacraliser ça et que ce soit bien affecté, qu'il n'y ait pas de doublons, qu'on se mette d'accord et qu'on fasse confiance aux gouvernances locales, moi je reste quand même relativement confiant sur le fait qu'on arrive à relever les défis. Bruno Forel. Parce que Oui. ça, je l'entends tout le temps. Le problème du financement de l'eau, l'argent, le Bercy qui n'aime pas les taxes affectées, etc. etc. On n'a pas l'impression que ça change. Bon, les choses, elles évoluent quand même. En tout cas, on essaie de les faire évoluer. Je me permets de prendre une autre casquette que j'avais le bonheur de porter, qui est celle de président de l'Association nationale des établissements publics de bassin.
Parce que c'est un sujet la NEB, parce que c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. La question de la gouvernance. Alors moi j'entends avec beaucoup de plaisir et de bonheur le président du comité de bassin et le président du département redire à quel point la démocratie locale est au plus près du terrain et le vrai sang et la véritable énergie d'une nation. Je le dis, on l'oublie beaucoup trop. Et dans le domaine de l'eau, c'est ô combien fondamental. Les lois de 64, l'organisation en agence de l'eau, les moyens donnés aux agences de l'eau pour travailler est juste un trait de génie. Ça a été quelque chose d'absolument fabuleux pour notre pays et très très important. En revanche, ça s'est déroulé dans un monde qui n'avait pas à répondre à tous les défis dont on a parlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sans doute rivaliser de compétences, d'investissements, et ça se fait. Mais il faut aussi descendre un tout petit peu plus bas et aller dans une granulométrie plus fine. C'est ce que nous défendons à la NEB. S'appuyer sur la démocratie locale pour construire une gestion de l'eau à l'échelle de la réalité de l'eau. C'est-à-dire des clés, des EPTB partout? Les clés partout, ça a été écrit dans le plan eau, mais force est de constater que le mouvement a du mal à se développer complètement. Pourquoi? Je ne parle pas chez nous. Ici, Martial l'a dit souvent, et il a raison, sous l'impulsion de nos prédécesseurs, nous, on jouit d'une situation qui est quasi unique en France. Il y a peu d'endroits où c'est pareil. D'abord parce qu'on est dans des vallées relativement réduites. Donc on a un établissement public de bassin qui couvre une vallée, qui fait à la fois de la planification et qui fait en même temps de l'action, qui soutient un sage, qui a écrit un sage, qui est soutenu par une clé. Tout ça fonctionne de manière extrêmement intégrée, de manière très cohérente. La clé et le PTB s'adossent aux distributeurs d'eau et aux assainisseurs, et on fait en sorte que tout ça soit cohérent. L'agence de l'eau nous apporte un soutien historique, le département met sa contribution pour les questions environnementales liées à l'eau. On coche toutes les cases. Mon statut de président de l'association nationale m'a fait voyager, mais c'est du délire. Vous allez dans le Pas-de-Calais, ils sont inondés, ils ne parlent pas. Entre ceux où la pluie tombe et les gars qui sont au bord de la mer où l'eau ne s'évacue plus parce que le niveau d'eau de la mer est trop haut par rapport à les rives d'eau, ils ne se parlent pas. Ils ne font même pas partie d'une structure où ils ont l'occasion d'en parler ensemble. Le parc naturel régional des Côtes de Méradopal essaie de faire en sorte qu'il qu'ils faut parlent. que nous allions plus loin dans la structuration de l'organisation de façon à ce que, l'information circule mieux, que les choses soient plus engrainées. Et là encore, moi j'ai fait le tour de toutes les agences de l'eau, Rhône-Méditerranée, Corse, a une vraie considération des établissements publics de bassin et considère que c'est un véritable interlocuteur. Ça n'est pas vrai partout en France. Une meilleure structuration, ça veut dire quoi? Ça veut dire obliger à faire des interclés, des inter-OPTB? Je ne comprends pas concrètement. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, comme le plan eau le dit, il faut qu'il y ait une clé qui couvre la totalité du territoire, des clés dans la totalité du territoire. Je dis c'est fondamental pour répondre aux enjeux. S'il y a peu d'enjeux quelque part, il y en aura plus demain, on le sait, on le constate. Et ça permettra de développer une véritable culture. Et puis après, il faut agir. En même temps, vous avez l'habitude de dire que les clés sont un parlement, il faudrait que ce soit un gouvernement. Et ça, Oui, c'est les EPTB. Oui, c'est ça. C'est que derrière, il faut agir. Et la question aujourd'hui, la petite dispute qui me fait un peu rire entre Intercommunauté de France, savoir qui va être l'acteur de l'eau. Moi, je dis que si on est capable de se mettre tous ensemble autour de la table et d'agir ensemble, on agira plus fort et on sait le faire. Et on le prouve assez souvent. Puis après, vous avez parlé d'une chose qui est le financement. Vous vous rendez compte, là, il y a une loi qui a changé sur l'hydroélectricité. On s'est battu pour faire écrire ça dans la loi. On se rend compte quand même que sur les barrages hydroélectriques, il y avait une partie de la redevance du produit de l'eau par l'énergie qui s'en allait à l'État, il y a une partie qui s'en va au département, puis il y en a une partie qui s'en allait qui s'en va à la commune sur laquelle se trouve le barrage. Bon, tout ça est bel et beau, sauf qu'il n'y a rien qui était destiné à entretenir la rivière que le barrage vient impacter. Donc on s'est battu, on a obtenu que la part de l'État puisse nous concéder aux établissements publics de bassin qui traitent la totalité d'une rivière un peu de revenus pérennes. Parce que c'est des vrais sujets.
Ce sont des vrais sujets. Comment faire de la planification, de l'harmonisation, si on n'a pas quelques moyens pérennes ou si ça dépend de la décision de la xème ligne du budget dans un budget régional. C'est arrivé dans certaines régions. La région cherchait à faire des économies, le budget est donné à l'EPTB, hop, on le sucre totalement, et vous avez la totalité d'un fleuve qui n'a plus de cohérence de gestion. La cohérence de gestion à l'échelle de l'eau est essentielle. Et donc, il faut travailler ces sujets. Il faut pousser plus loin la logique des lois de 64, donner des répercussions plus fines et des interlocuteurs plus pertinents aux agences de l'eau pour qu'on puisse aller au plus fin de la gestion sur le terrain. On l'a vu tout à l'heure, on nous a parlé de quelques exemples de travail de l'eau au plus près du terrain. Ben, il faut que tout ça prenne de la cohérence. Alors si chez nous c'est assez facile parce que c'est structuré, c'est pas le cas dans la totalité du territoire national, loin s'en faut. Et donc on milite pour ça. Martial Sadier et ensuite Monsieur Mourlon. Oui, moi je m'excuse, je vais devoir vous laisser juste pour être positif. Au XVIe siècle, en 1550, il y avait la même table ronde. Ce n'était pas le même animateur. Le comité de bassin n'existait pas, l'agence de l'eau non plus. Et ils ont été confrontés dans le sud du bassin à ce dont on discute ici. Et ils ont eu l'intelligence, les femmes et les hommes de l'époque, de prendre des décisions comme construire des canaux, construire des retenues, qui font qu'aujourd'hui, tout le sud du bassin est encore habité et a une vie avec des habitants permanents. Et c'est un joyau d'une des plus grandes destinations touristiques au monde. C'est ça ce dont on parle aujourd'hui. Voilà. Ils y sont arrivés en 1550 avec le canal qu'alimente aujourd'hui encore la Crau et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, l'axe Perpignan-Nice, aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu ces décisions au XVIe siècle, ce serait un désert, hein. Ce serait inhabité. Et en tout cas, ce serait pas. En tout cas, Saint-Trope et Saint-Raphaël n'auraient pas la même allure de ce dont on parle. Enfin, je dis pas de conneries, c'est ça la réalité aujourd'hui. Ces bassins vivent parce qu'ils ont été alimentés, parce qu'il y a une intelligence collective. Donc moi, je crois, il faut rester positif, à cette intelligence collective. Après, on a, pour reprendre deux exemples, on a besoin de recherche fondamentale et rapide. Je vous prends deux exemples. Quelque chose qui n'existait pas, qui a été effleuré par Bruno, et le directeur a parlé de son voyage à Tignes quand il pleuvait. Ce que nos logiciels aujourd'hui ne savent pas interpréter, c'est l'origine de la dernière crue dans l'Arve. C'est qu'aujourd'hui, le lundi, le mardi, le mercredi, ça tombe 1 mètre de neige à 2000. Et le jeudi, vendredi, ça tombe 100 mm d'eau à 3000 mètres d'altitude. Ça n'existait pas avant. Avant, ça tombait 200 mm de neige au-dessus de 1800. Et puis, ça fondrait entre le mois de mai, juin, juillet. Maintenant, ça, c'est la dernière crue de l'Arve. Et même les Suisses, parce que les Suisses ont des moyens financiers complètement dingues par rapport à nous, même les logiciels de Genève n'ont pas vu venir la crue. Pourquoi ? Parce que c'est la deuxième partie de la précipitation et la fonte de la neige qui était tombée 2 jours avant, cumulée aux précipitations, dont aucun logiciel, ni ceux de Météo France, ni ceux du SM3A, ni ceux de Genève, n'avaient connu ça et n'avaient interprété ça. Donc là, on a besoin de recherche fondamentale, rapide, pour adapter nos logiciels. Deuxième élément, les événements méditerranéens, ces grosses masses d'eau suspendues dans l'air, qui sont stables, qui n'ont pas de vent, sont identifiés dans toute une partie sud du bassin par des radars météorologiques que nous ne possédons pas dans les zones de montagne. Tout simplement parce que dans la vallée de Chamonix, c'est pas le même radar que dans la vallée des Contamines Montjoie, et c'est pas le même radar que dans la vallée du Gif, parce qu'entre-temps, il y a des parois qui font 3000 mètres d'altitude. Donc il faut trouver des moyens technologiques. C'est peut-être d'ailleurs à travers le portable, parce que dans les pistes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il pleut beaucoup, ça passe moins bien. Pourquoi ça passe moins bien ? Parce que les millions et les milliards de gouttelettes d'eau, voire de grêle, limitent la fécondation. C'est un peu intéressant ce que je dis ? Oui. Si, bon, bah, je peux continuer alors. Et donc ça limite le passage des ondes. Et donc il faut technologiquement que des vallées comme les nôtres, en Savoie, en Haute-Savoie, en Isère, on nous donne les moyens technologiques d'identifier ces grosses masses d'eau qui nous arrivent. Et puis le troisième élément, c'est l'identification des nouveaux risques,
parce que les nouveaux risques, on les connaît en Himalaya. C'est des nouveaux risques qui arrivent maintenant en Suisse et qui arrivent chez nous. Ces fameux laves torrentielles qui sont absolument apocalyptiques lors de grands orages d'été, notamment de grêle en altitude, qui remobilisent des anciennes moraines glaciaires qui avant été gelées ou couvertes par la glace. C'est les lacs glaciaires, parce que dans les Bossons, on a dû dépenser des millions d'euros pour vider un lac glaciaire entre le RTM, le département et la commune de Chamonix. Et le troisième point, on le sait, ça arrive en Himalaya, c'est les tsunamis glaciaires. C'est parce que vous avez le lac glaciaire, et puis le deuxième effet qui se coule, c'est que si vous avez un effondrement dans ce lac, eh ben, ça vous vide le lac et ça vous fait une vague de 10 mètres de haut qui débaroule. Voilà, ça c'est des nouveaux risques qu'il faut qu'on intègre, ces territoires de montagne, parce que c'est de nouveaux risques qui sont déjà une réalité, notamment en ce qui concerne les laves torrentielles. Et ben, c'est des nouveaux risques sur lesquels, par exemple, des établissements comme le SM3A, GEMAPI, c'est leurs compétences, ils vont devoir accompagner les populations locales. Les élus vont avoir une énorme responsabilité de sensibilisation et probablement d'évacuation qu'on ne connaissait pas avant. On se focalisait beaucoup sur les avalanches en zone de montagne. Moi, ça fait 15-20 ans que je dis, en tant que député de cette vallée, puis en tant que président du SM3A, que les problèmes de demain, en haute montagne, ce ne sera plus tellement les avalanches, ce sera plus les problématiques de lacs, de laves torrentielles ou de tsunamis glaciaires. Eh bien, on y est déjà en ce qui concerne la partie nord du bassin Rhône-Méditerranée. Ce risque-là, je ne sais pas si vous le connaissez, Louis André, mais le risque éboulement, vous le connaissez, vous, dans une autre partie de votre métier? Oui, mais je crois que la parole était à monsieur. Non, je vais Oui, pas répondre après. c'est mon métier au quotidien. Je suis ingénieur risque naturel, donc je travaille dans ce milieu-là. Et il y a de plus en plus d'éboulements, c'est ça, de plus en plus important? Il y en a de plus en plus, on le constate, et même la commune de Salanches, sur le dernier mandat et le début, on constate que ça a vraiment augmenté, et les occurrences sont bien là. Et il y a un lien, une corrélation que vous faites avec les vicissitudes du climat, avec les alternances gel-dégel dont a parlé Bruno tout à l'heure? Il y a forcément gel-dégel, enfin une incidence. Après, je ne suis pas experte en la matière. Moi, mon côté est plutôt travaux. Ça veut dire justement qu'il y a un coût de travaux qui augmente, qui est une manière d'évaluer le risque porté par le changement climatique. Exact. Monsieur Mourlon, je voulais en revenir sur la gouvernance. Il faut vous adosser, merci, il faudrait vous adosser, dit Bruno Forel, à plus de clés, plus de PTB, et si tant est que ces organismes, que ces structures soient cohérentes entre elles, discutent entre elles, ce qui veut dire que le dialogue peine encore et qu'il n'y a pas suffisamment de ces structures sur votre bassin. Alors, je vais faire plusieurs choses. En essayant d'aller vite. Déjà, des éléments, je vais dire, pour moi, de motivation, de positivité pour tout le monde. Je vous invite à partager. Je vais revenir sur ce que dit le président Sadier. N'oubliez pas ma question quand même. J'oublie pas. Des grandes décisions structurantes dans le pays ont été prises dans le domaine de l'eau. L'eau a toujours été un sujet de préoccupation publique dans lequel l'État et le local, la gouvernance locale s'est exprimée. Canal de Craponne qui était évoqué, c'est à la fois le pouvoir royal qui autorise une initiative locale. C'est très important. Plus récemment, BRL, Baronne Languedoc, la décision date de 1955, c'est un décret national par rapport à une proposition du Sud de pouvoir alimenter tout le Languedoc, qui sinon effectivement serait un désert, en tout cas n'aurait pas pu connaître le développement qu'il a connu. La chaîne de la Durance avec Serponçon, voilà, des grands domaines, et la décision publique, elle a été prise, elle a été endossée. Après, vous pouvez aller jusqu'aux Romains. Je disais, quelqu'un disait, les Romains, ils n'ont pas construit le pont du Gard pour faire des photos 2000 ans après, mais pour amener l'eau. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et donc, c'est très important de se souvenir que les grandes décisions. Moi, je pense que c'est et je l'apprends parce que j'étais dans d'autres territoires qui étaient moins concernés, que dans ce bassin, l'eau, c'est un sujet de décision publique, et donc qui est assumé par des élus. Et des élus, c'est élu par le territoire, et que le territoire est l'expression aussi de la population et des différents occupants. Donc pour moi, c'est un élément de motivation. Et après, samedi, je serai au Parlement français des jeunes sur l'eau. Ils m'ont demandé d'intervenir. Et donc, je vais tester un élément que je veux dire pour les plus jeunes. Il y en a quelques-uns ici. Voilà. Des fois, on se dit, attendez, ça avance pas la gouvernance. Je reviens sur votre question. On parle de la loi de 64, mais en fait, non, la gouvernance, c'est 92.
C'est la loi de 92, Michel Barnier, Instaurer les sages. qui a créé les sages, les clés. La police de l'eau, c'est 94. C'est la loi de 92, décret 94. N'est pas très efficace selon un dernier rapport de la Ça- Cour des comptes. Non, mais c'est pas vieux. Moi, je suis à la moitié de ma vie professionnelle. J'ai connu le début de la police de l'eau. Quand j'ai débuté en 2002, il n'y avait pas d'arrêté sécheresse. Il n'y en avait pas. J'ai fait le premier arrêté 4 sécheresse en Bourgogne à l'époque, en Côte d'Or. Les agriculteurs irriguaient sur une autorisation temporaire de 6 mois renouvelée tous les ans sans étude d'impact. Mhm. Et il n'y avait pas de compteur. Il n'y en a Certes. toujours pas beaucoup. Hein. Voilà. C'est vrai que beaucoup d'élus, effectivement, Bruno, Marcel font partie, ont été parmi les premiers à se lancer dedans avec beaucoup d'envie. Et effectivement, aujourd'hui, des fois, on se dit, c'est long, il nous faudrait plus de moyens. Mais enfin, regardez le moment maintenant et le moment il y a 20 ans, c'est juste pas du tout pareil, quoi. Et des clés, il y en a. Il y en a quand même pas mal. Il y en a beaucoup. Moi, j'étais sur. Je fais un reportage très intéressant la dernière fois sur l'étang de Thau. Autour de l'étang de Thau, il s'est passé plein de choses. Il y a eu un phénomène climatique qu'on ne maîtrisait pas il n'y a pas longtemps, et ça va me faire boucler sur mon propos. Et plein de choses. Il y a un jumeau numérique, il y a eu plein d'interventions autour de l'étang de Thau, de protection. On a vu revenir la grande nacre. Enfin, il y a vraiment des choses qui avaient disparu, revenues. J'étais à Port-Cros hier, c'était sur des histoires de posidonie. Souvenez-vous, les débats dans les années 90 sur la posidonie, enfin, ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, on a fait des travaux sur tout le bassin Rhône-Méditerranée qui fait qu'on a de nouveau de la posidonie dans plein d'endroits. Enfin, on a fait un certain nombre de choses. Et je revenais sur Thau. En décembre, il s'est passé un truc, il faisait un peu trop chaud. Et du coup, il y avait des bactéries type Escherichia coli qui étaient un peu présentes. Et on a pris un grand coup d'eau. Ils ont pris 600 mm en 24 heures. Et ça a fait... Donc c'est de l'eau un peu chaude. Parce que voilà, et ça a fait proliférer cette bactérie qui est partie partout. Ils n'ont pas eu le temps de protéger les bassins des huîtres. Et donc du coup, ils ont fracassé toute une année de boulot. Enfin, c'est un drame qu'ils ont vécu. Hein, ça a été être... Là où je veux en venir, pourquoi ? La gouvernance, pour moi, elle est jeune, elle se met en place, elle est présente dans plein d'endroits, il y a plein d'élus motivés qui la font vivre et tout ça. Et ce qui va faire en sorte que ça a marché, c'est il y a une reconnaissance globale de tout le monde de dire ces décisions sont des décisions publiques et c'est les élus qui les prennent. Et deux, il y a des phénomènes qui nous dépassent et qui nous dépassent tous aujourd'hui. Et plus personne, c'était la table ronde de tout à l'heure, on n'a pas de solution magique. On n'a pas un qui va dire non mais il n'y a qu'à faire ça, quoi. Enfin genre, il suffit de décrouter tous les parkings, vous allez voir, on n'aura plus de problème d'eau. Il n'y a plus personne qui dit ça. Non, c'est pas vrai. Ceux qui disent, il faut dire qu'ils sont isolés. Mais en gros, globalement, vous avez un message qui est de dire ce phénomène nous dépasse, il nous dépasse tous. On a besoin d'une expertise qui nous aide à comprendre ce qui se passe. Et cette expertise, elle n'est pas parfaite. Et après, on est tous emmerdés, quoi. Hein. Quand il n'y a plus d'eau, on est tous un problème. Quand il y a une grosse inondation, on est tous emmerdés. Donc il faut qu'on trouve les solutions ensemble. Et moi, je trouve, en tout cas, sur un système qui est relativement jeune, qui est décrié, on y vient. Et on va peut-être revenir à l'esprit initial même des révolutionnaires, et qui ont quand même donné à 65-69 départements le nom de leur rivière. Donc considérer qu'en fait, le développement du territoire, il s'est fait autour de l'eau. Et que l'eau reste un marqueur très important de son développement, et donc de son futur, de son passé, de son présent et de son futur. Je vous invite à relire les premiers discours des révolutionnaires de l'Assemblée constituante. On parlait d'eau, on parlait de forêt, on parlait de ressources naturelles déjà. Et que c'était du domaine public, du domaine de l'État, et qu'il ne faudrait pas les vendre. Parce qu'à un moment, il était question de vendre les forêts, par exemple, pour désendetter l'État. Et je ne sais plus quel révolutionnaire a dit, mais si vous vendez les forêts, demain, il faudra vendre l'eau, il faudra vendre l'air. Je termine la parenthèse pour faire le malin. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. On multiplie les clés, on multiplie les EPTB. Qu'est-ce qu'on fait en sorte pour qu'ils dialoguent correctement et que tout soit cohérent ? Je vous pose d'autant plus la question qu'il semble y avoir un vent relativement mauvais qui remette en cause tout ça. Ce bel écheveau dont vous nous avez parlé, pour parler clairement, franchement, ça pue. Tout est remis en cause aujourd'hui. Enfin, il y a du pessimiste ou il y a un peu de réalisme. Non. Pour moi, je suis la désolé, première je vais revenir sur la parole performative. Il faut de la parole performative. Je veux dire, en fait, à un moment, on va falloir qu'on dialogue. Non, il y a un sujet pour moi, qui est un phénomène très important, c'est que là, pour le coup, à rebours de cette politique de l'eau, qui est une politique de territoire, et je pense qu'elle l'a toujours été, il y a d'autres politiques qui, elles, sont des politiques nationales, beaucoup plus descendantes. Politique agricole est dans cette situation. Voilà, elle était conçue nationale. Et aujourd'hui, il y a une tension, notamment sur ce sujet-là, de dire est-ce que la parole sur la politique agricole, la souveraineté alimentaire est une parole uniquement nationale et descendante, et à quel moment elle va rentrer, elle se confronter avec la parole
pour le coup, des territoires, qui est une politique de l'eau, qui est une politique locale. Donc il y a un sujet, et ce sujet, il se reproduit éventuellement sur d'autres politiques industrielles, des choses comme ça. Aujourd'hui, la tension qu'on peut avoir aujourd'hui, elle est plus effectivement concentrée autour du sujet agricole. Elle ne l'est pas dans le sud-est, quart sud-est. Enfin, on ne vit pas du tout pareil dans le quart sud-est, on dialogue. On a vu tout à l'heure une présentation très intéressante sur les travaux qui sont faits sur les exploitations agricoles. Enfin, pour moi, on a encore des sujets, mais globalement, on n'est pas. Donc pour moi, il y a des fois des politiques, effectivement, on est sur des politiques sectorielles qui doivent recomprendre que l'eau n'est pas une politique sectorielle comme les autres. Parce que l'eau, c'est une politique sectorielle qui s'inscrit dans un cycle qui croise toutes les autres politiques sectorielles. Vous faites de l'industrie, vous avez besoin d'eau. Vous faites de l'agriculture, vous avez besoin d'eau. Vous faites de la développement urbain, vous avez besoin d'eau. L'eau croise toutes les politiques. Donc c'est juste considérer que c'est une politique qui n'emporte pas toutes les autres. Loin de moi ce truc-là, mais simplement, ce qu'il faut, c'est considérer que cette politique de l'eau, c'est une politique qui croise toutes les autres, et donc elle a, à un moment, c'est elle qui, localement, va décider d'un certain nombre de choses. Bon, il faudra que vous disiez la même chose au Premier ministre, il semble pas en être convaincu, Bruno Forel. Non, mais bon, faut dire un peu les choses comme elles sont. Cette loi d'urgence agricole qui apparaît a fait réagir un certain nombre de gens qui sont dans les milieux de l'eau. Lorsqu'on entend qu'on va pouvoir faire des opérations aussi importantes que la construction de retenues sur la simple décision préfectorale, c'est clair que ce genre de message est très compliqué à entendre dans un moment de construction du partage et du dialogue, du partage de l'eau. Et l'on sait tous que c'est le dialogue, le partage et la prise en responsabilité locale qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc c'est vrai qu'on est un peu affolé et qu'on dit qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ce qu'il faut aussi, à mon sens, une des difficultés qui est devant nous, c'est que les politiques environnementales, et l'eau est un sujet environnemental premier. Environnemental, ça veut dire biotope, ça veut dire globalité du monde dans lequel les conditions de vie des hommes se trouvent réunies. Ce sont des sujets sur lesquels les politiques, les décisions et les activités, les résultats se mesurent sur le long terme. Et donc il y a une confrontation permanente entre les effets de long terme et les conséquences et les besoins à court terme. Et ça, c'est un véritable sujet. Et l'eau percute ça de manière extrêmement puissante. Et du coup, il est compliqué de dire, notamment à une profession, oui, pour vous, l'eau est essentielle. Oui, il y a un vrai sujet parce les choses évoluent, il faut trouver des solutions. Et non, la solution, c'est pas parce que j'en ai plus besoin à ce moment-là, il faut qu'on me la donne sans compter. Parce que c'est une urgence, parce que cette urgence-là, ou la satisfaction de cette urgence, risque d'oblitérer l'avenir. Donc il faut trouver des équilibres pour que chacun puisse tenir, pour que chacun s'adapte, et c'est pour ça que le dialogue est essentiel. C'est pour ça qu'il faut constituer un endroit où l'hyperlocal est présent, un endroit où l'organisation publique d'ingénierie que fournit des choses comme l'agence de l'eau et l'autorité d'État, tout ça travaille ensemble. Mais je pense que pour qu'on arrive à régler chaque problème là où il se passe, là où il est, et en France, on a un paysage géographique extrêmement diversifié, donc parfois très localisé. Donc il faut qu'on arrive à avoir un système qui couvre jusqu'au plus fin du terrain pour que ce dialogue s'organise à toutes les échelles. Et les solutions ne sont pas forcément les mêmes partout. Nous, on a une solution, par exemple, de solidarité financière à Mont-Aval qui s'appuie sur le fait qu'on a la tête de bassin qui est particulièrement touristique. C'est pas du tout le même problème en Dordogne, par exemple. Je veux dire, et nous, ce qu'on a fait, c'est pas la peine de le faire dans certaines têtes de bassin où il n'y a aucune ressource touristique en tête de bassin. Nous, on a une ressource touristique en tête de bassin. Donc, on a joué avec ça. On a beaucoup de gens en bas et une belle ressource financière en haut. Ceux d'en bas, on dit, nous, on amène le nombre, et ceux d'en haut, on dit, nous, on amène un peu d'argent. Et c'est une solidarité qui a fonctionné. Ce ne sera pas du tout la même dans une autre type de vallée. Donc, tout ça est important. Et l'essentiel, c'est la structuration. Se dire que ce qu'on fait aujourd'hui a des influences sur les questions de l'eau à long terme, et c'est le long terme qui compte le plus pour ces questions-là. Et puis, c'est dans le partage et le dialogue d'un rôle joué par chacun là où il est qu'on arrive à trouver des solutions.
Monsieur Mourlon, vous avez pris le micro. Oui, parce que vous avez conclu en laissant entendre que je pouvais être en désaccord avec mon chef. Premier ministre. Ouais. Non, j'aurais dire Enfin, je vous simplement. le dis d'autant plus facilement que je sais de source sûre qui s'est fait vertement engueuler par des députés et à qui il a dit texto, je ne pensais pas que le sujet de l'eau était aussi complexe. Oui, alors c'est d'ailleurs enfin, très drôle parce que le sujet de l'eau ne l'est pas tellement en fait. L'eau, ça coule. Enfin, moi, j'ai des sujets très simples. Mais comment les préfets de région planchent régulièrement devant le cabinet du Premier ministre sur les sujets majeurs de leur région. Moi, j'en vois plusieurs, j'ai 6 régions. L'eau est toujours présente. Le Premier ministre, depuis qu'il a élaboré ce qu'on appelle des réformes prioritaires, enfin une feuille de route interministérielle des préfets, la gestion de l'eau est toujours dans les feuilles de route des préfets de département. Voilà, juste pour dire. C'est vraiment cet encouragement, ce sujet de l'eau, il est premier. Après, je vous dis, on a entre les Girondins ça, et les Jacobins, on a toujours cette tension-là en France. Est-ce que le sujet, il est calé au niveau national et il se décline, ou est-ce qu'il doit venir du territoire ? Le sentiment que l'eau est quand même plutôt une politique qui, par nature, est déconcentrée, elle l'a toujours été. Voilà. Même si la structuration, c'est faite par des grandes lois fondatrices et de synthèse, comme la loi de 64 ou la loi de 92. Mais globalement, c'est fait localement. Élodie André, quel regard vous portez ? Je rebondis sur les propos de Bruno Forel, c'est gérer le court terme avec le long terme. Comment on fait quand on est élu local, quand on préside, ou quand on a présidé, à une régie municipale de l'eau ? On fait avec les moyens du bord. Est-ce que déjà c'est un sujet politique, c'est un objet politique, l'eau ? Est-ce que ça intéresse les administrés ? Ça intéresse les administrés du moment où, c'est un peu pour reprendre tous les propos qui ont été mis, du moment où quand ils ouvrent le robinet, qu'il n'y a plus d'eau, là, ça devient un sujet important. Sinon, ça l'est pas. Sinon, le ressenti que j'ai eu pendant le mandat dernier sur le sujet de l'eau, tant que l'eau elle coule au robinet, tant que la facture d'eau elle peut être payée, l'eau elle est là. Après, les périodes de sécheresse où on commence à mettre des messages d'alerte, les arrêtés préfectoraux, là, les gens commencent à être sensibles. Mais c'est le temps de la crise entre guillemets. Hein. Donc, au final, quand on est élu, on gère le quotidien. Et c'est vraiment ça, en fait, le métier de base, c'est gérer ce quotidien. Et dès qu'on peut, c'est aussi d'avoir cette prospective, cet avenir. Et c'est là où il faut arriver à se dégager du temps pour voir l'avenir et commencer à investir sur les sujets de la préservation de la ressource en eau, comment réutiliser cette eau. Enfin, je milite assez pour la réhute, à utiliser et à être encadré. Et puis, avec tout ça, voir comment on peut y arriver avec tout ce que le gouvernement nous met en loi. On a les lois sur l'eau, mais mettons la nouvelle loi, projet de loi sur la montagne qui arrive incessamment sous peu. Tout ce qui est aussi les sujets du SCOT, du ZAN, parce que l'eau c'est bien, la traiter c'est bien aussi, mais il faut du terrain. Comment on fait ? Et donc un élu, donc c'est le quotidien, c'est imaginer, prendre le futur, et avec tout ce melting pot de lois qu'il faut arriver à traiter. Vous avez cité la loi montagne, vous l'avez regardé, le projet de loi ? Du coup, j'ai travaillé un petit peu avant. Et alors, vous en pensez quoi ? Alors, je ne vais pas taper tout de suite sur cette loi. Elle me semble bien parce qu'elle prend conscience que la diversité du territoire géographique, comme la montagne, doit être prise en compte. Reste à quand même peaufiner sur la priorisation des usages, parce que ça va être une problématique, bien qu'on devrait tous être d'accord sur la priorité 1, l'adduction en eau potable, tout ce qui est la défense, sécurité, incendie, et la salubrité publique. Ça, il y a les milieux naturels quand même. Hein. Il y a le milieu naturel, mais là on parle de l'usage de l'eau, de ces retenues. En parallèle, en effet, il y a le milieu naturel et les compensations qui devront être mises en face. Et après, devront s'accorder sur les usages touristiques, industriels, pastoralisme, etc. Et pour reprendre les propos de Bruno Forel, c'est comment faire au moment où l'agriculteur va dire « je suis prioritaire, c'est une urgence », derrière la station de ski qui va dire « mais moi j'ai une urgence aussi ». Voilà.
comment la loi va pouvoir distinguer toutes ces priorités. Je vais passer la parole à la salle, mais il y a un bon exemple à la fois jacobin et girondin, c'est celui de la gestion du marais Poitevin. C'était le bordel jusqu'en 92. Ce marais Poitevin faillit ne plus exister, notamment parce que des irrigants ont un peu exagéré. Le parc naturel régional avait perdu son label. Il a fallu que l'État donne du poing sur la table et crée l'établissement public du marais Poitevin qui a mis tout le monde d'accord sur... Vous, votre niveau d'eau, c'est quoi? Moi, c'est ça. Vous, c'est ça. Et ben voilà, on discute. Et puis, au bout d'un moment, c'est moi, l'État, qui décidera. Si vous n'arrivez pas à vous décider vous-même, et puis, manifestement, ça fonctionne et c'est pas remis en cause. Et une des conséquences, c'est qu'on irrigue de moins en moins dans le marais Poitevin. Donc voilà, du jaco-girondisme ou du girondo-jacobinisme. Mesdames, messieurs, mine de rien, la démocratie de l'eau est un laboratoire du dialogue et un exercice quotidien de cette démocratie. Mesdames, messieurs, y a-t-il des questions? Je n'en doute pas, il y a intérêt, sinon voilà. Une main se lève, bonjour. C'est Axel qui vous amène le micro. Et je vous demanderai de vous présenter, madame. Bonjour, merci à tous. Philippine Labatte de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Je suis chargée de mission eau et territoire. J'ai une question sur le partage de l'eau. Il y a un élément essentiel qui est l'accès aux données objectives. Et donc, je voulais avoir votre regard sur aujourd'hui. Est-ce que la donnée est assez précise, assez accessible et assez compréhensible pour les élus, et notamment sur votre avis, madame, sur la place d'un élu ou d'une élue intercommunale qui, en fait, travaille à l'interaction entre plusieurs périmètres de bassins versants. Comment est-ce que vous faites pour prendre en main cette donnée sur l'eau et pour ensuite, justement, aller discuter avec vos différents usagers? Élodie André. Alors, à l'échelle du territoire de Salanches, les données retour que l'on a sont relativement accessibles. Après, il faut... vous voyez, j'ai apporté notre schéma directeur. Pour nous, aujourd'hui, c'est un peu notre Bible pour la régie de l'eau. Les données sont là. Par contre, il nous faut, bien entendu, des techniciens qui nous expliquent, qui nous traduisent, parce qu'un élu, il n'est pas sachant. Sans son binôme de techniciens, on n'est rien du tout. Donc, de plus en plus, les bureaux d'études, je dirais pas vulgarisent, mais font en sorte que derrière, les élus puissent avoir une donnée assez accessible pour pouvoir après, et c'est à nouveau le deuxième job, de la transmettre et de la communiquer. Je ne sais pas si... Voilà, c'est assez sommaire comme réponse, mais au final, c'est la donnée, elle est avec un binôme pour pouvoir être traduite. Monsieur Mourlon. Alors, sur la donnée, je ne vais pas trop me défendre. Je pense que je suis d'accord avec le constat que là, on a un vrai challenge et que se loge un élément de complexité très fort. Parce que on a en face de nous, globalement, une société, je fais un grand tout un peu facile, mais qui pense qu'aujourd'hui, avec un smartphone, il suffit de taper Google, dis-moi ça, et en fait, on a une IA qui va nous donner une donnée pertinente sur tout, et qu'en fait, sur l'eau, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Enfin, c'est entre les trucs qu'on ne sait pas mesurer, les trucs qu'on sait mesurer, la donnée sur le milieu naturel, la donnée sur l'eau distribuée, c'est juste très très compliqué. Et donc, moi je ne montre pas, c'est clairement un gros challenge, et que depuis des années, le ministère et l'OFB notamment sont chargés de la structuration de ce qu'on appelle le système d'information sur l'eau. Et je vous passerai la complexité de ce qu'il y a de simplement organiser la différente production des données pour pouvoir ensuite faciliter la prise de décision. C'est vraiment quelque chose de très difficile. On y met énormément d'argent. Moi, je mets de l'ordre de 20 millions d'euros par an sur mon bassin, sur la donnée, et je ne suis pas le seul financeur de la donnée. Voilà. Bruno. Oui, juste un petit mot. Vous parliez de l'accès à la donnée. L'accès à la donnée pose un bon nombre de questions. Comme on le sait, le pouvoir et l'information sont intimement liés. Et aussi le comportement des sociétés, surtout dans une société aussi ouverte du point de vue communicationnel. On en a fait l'expérience. Une crue, c'est un danger. Le danger se combat notamment par l'information.
Et donc nous, on a mis en place des systèmes qui tentent de comprendre l'événement de risque qui est en train de se produire quand on a une crue. On s'est posé et trituré pas mal de temps pour trouver la méthode et la manière dont on allait communiquer ces informations afin qu'on n'organise pas des paniques dans les communes que l'Arve traverse quand tout d'un coup il y a un risque de crue, parce que c'est aussi un des risques de... Ça, c'est l'accès à la donnée. Après, il y a des choses où on se rend compte qu'on est particulièrement pauvre sur un certain nombre de faits. On a repris, grâce au soutien de l'Agence de l'eau, un monitoring sur la quantité, qualité, sur une quinzaine d'éléments structurants de l'eau dans nos rivières, depuis la totalité de la tête de bassin jusqu'à l'exutoire. On est seulement aujourd'hui on a complété le système qu'on avait. On a aujourd'hui, je ne vais pas dire de bêtises, mais 3 ou 4 ans d'expérience. Donc il faudra, pour que cette donnée soit utile, il faudra peut-être 10 ou 15 ans. On s'aperçoit que quand on fait des études de modélisation, il y a des tas de sous-bassins versants dans lesquels on n'a aucune donnée météorologique. C'est-à-dire qu'on fait une étude, on modélise un cours d'eau, on ne connaît pas la quantité d'eau qui tombe dans le bassin versant de ce cours d'eau. Donc on a beaucoup on se croit... alors le pire de tout, il y a une petite anecdote qui nous est arrivée dans notre petite vallée de l'Arve. C'est une affaire avec nos amis suisses, le perchlorate, l'existence autrefois dans la tête de vallée d'une usine qui fabriquait des explosifs, etc., qui a été démantelée à l'entre-deux-guerres. Et aujourd'hui, on en retrouve sur les aubergines et les concombres qu'on cultive dans le bassin genevois. Donc la question s'est posée et on s'est dit, mais comment ça passe? Où c'est que ça passe? Chacune de nos mesures était diversifiée selon l'endroit où on le faisait. Et ben aujourd'hui, on n'a pas une cartographie fiable de la réalité des nappes souterraines qui accompagnent l'Arve. Et faire la cartographie d'une nappe souterraine, c'est d'une complexité redoutable. Et donc, on monte des programmes pour aller sur Mars, mais on a peu de connaissances de la réalité des fonctionnements de nos nappes profondes. Je vois Madame la maire de Salanches, on se pose des questions sur le rapport qu'il y a entre le lac de Passy et puis l'alimentation de la nappe d'eau qui permet d'avoir de l'eau du côté de Salanches. Donc toutes ces questions-là, la donnée, il y a encore beaucoup de travail à faire. Une autre question, mesdames, messieurs. Une remarque, une manifestation, une émotion, une admonestation. Qu'est-ce qu'il y a en convention? Je sais plus. Par quoi je vais finir? Élodie, vous avez parlé, vous avez suggéré ZAN foncier. Ça m'amène à un autre sujet, la DRU 2, qui de débat en débat inquiète beaucoup les élus en se disant on va me demander de tellement abattre la pollution que je vais devoir rajouter un étage, un réacteur, une salle, peu importe, à ma station d'épuration. Et des maires me disent j'ai pas le foncier à cause du ZAN. Le ZAN, c'est très vilain, on sait bien, voilà, c'est la cause de tout. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Pour vous, c'est quoi concrètement la DRU 2 à Salanches? Alors moi, j'y vois le côté positif Certes. en me disant que la DRU 2, elle va apporter un meilleur rejet des eaux usées au milieu naturel. Aussi cette conscience de réutiliser les eaux usées pour des emplois qui seront bien entendu à encadrer. Concernant après toutes les unités de traitement qu'il va falloir rajouter, la remise aux normes, notamment nous on a une STEP qui va devoir vraiment avoir de gros travaux. Et encore une fois, c'est une vision à long terme qu'il faut avoir. Le foncier, on l'a, on ne va pas pouvoir s'étendre. Après, on part d'étendu, mais on peut monter ou descendre. Donc il y a toujours des solutions. Derrière, il faut juste avoir la volonté et la technique suivra toujours. Et les sous? Les sous, là, c'est l'autre sujet. Ça va coûter combien? Alors, de mémoire, je crois que la dernière étude sur la DRU2, sur la station d'épuration du SIABS Salanches, qui comprend 5 communes, on est aujourd'hui à 53 000 équivalents habitants pour passer en 2045. Donc, ça fait 150 000 équivalents habitants. On était sur 30 millions d'euros. Financé à 95% par l'Agence de l'eau, bien sûr. J'espère bien. 35 millions d'euros, c'est ça? Ouais. C'est beaucoup. Monsieur Mourlon, c'est beaucoup, hein? Ah oui. Après,
Enfin, je vous dis ça, mais l'objectif semble insurmontable pour beaucoup d'élus. Voilà. Le travail des élus est effectivement de se préparer sur ce qui arrive. Moi, le mien va être de rappeler que la DRU2 n'est pas transposée. Il y a encore, je crois, il y a encore 2 ans, je crois. Donc il y a encore un travail. Qu'il y a des débats, notamment sur la question du caractère oligotrophe plutôt, de la mer Méditerranée qui pousse à une adaptation qui n'avait pas été faite dans la DRU1. Mais voilà. Donc il y a des sujets qui restent discutés. C'est-à-dire que la DRU2 ne s'applique pas de la même façon pour les stations littorales. En tout cas, qu'il y a un débat à avoir, notamment en amenant les Italiens et les Espagnols avec nous pour qu'il y ait des adaptations sur le système méditerranéen. Pour qu'il y ait un peu plus de rejet d'azote en Méditerranée. Exactement. Voilà. En tout cas, on a un sujet qui n'est pas tranché. Que la DRU2 prévoit un mécanisme de financement via une responsabilité élargie du producteur sur les producteurs aujourd'hui de pharmaceutiques et de cosmétologie, ce qui ne représente pas suffisamment sans doute par rapport aux usages en France, en tout cas aux micropolluants, et donc Marine est élargie. Ça, c'est le débat sur la transposition qui pourra amener le sujet. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui sont sur la table autour de la DRU2 qui mèneront en tout cas à se poser des questions à faire, et qu'après, il y aura un agenda. Voilà, il y aura un agenda. C'est vrai que cet agenda, cette discussion, elle tombe à un moment où on sort à peine du moment où on s'est beaucoup engueulé sur la DRU1. Voilà, juste avec des collectivités qui ont dû en mettre beaucoup d'argent, des collectivités qui ont récupéré la compétence au niveau de l'interco en récupérant les problèmes de la station qui n'avaient pas été entretenus depuis des années. Enfin, il y a tout un passif aujourd'hui qui fait que voilà, on n'a pas envie de revivre ça. Et moi, j'en fais partie parce que j'ai beaucoup écrit de courriers de mise en demeure de faire et à des collectivités qui ne pouvaient pas. Voilà, donc je comprends tout à fait l'agacement, mais la DRU2, on est en train vraiment, les services, de mettre en place les choses. Il y a encore de la coupe aux lèvres, il y a encore un petit peu de travail et il y a un passif. Après, moi je dis juste que la DRU2, c'est l'expression des attentes des gens, des citoyens avant tout, et que ce qu'il y a derrière la DRU2, c'est l'idée que le système français, c'est on pouvait abattre la pollution dans l'assainissement pour remettre dans la rivière et repomper plus loin pour des usages. Et ça, c'était pas un problème. La DRU2 dit, aujourd'hui, les attentes, c'est que avant de rejeter, il faut que ça soit parfaitement propre et prêt à un autre usage. C'est ça que dit la DRU2. Et c'est le reflet d'une attente sociétale que beaucoup d'entre vous pouvez constater. Et je dis, mais comment ça se fait qu'on rejette n'importe quoi dans la rivière ? Il y a quand même des gens qui disent ça et qui aimeraient que ça soit un peu mieux. C'est avant tout ça, la DRU2. Et comme vous l'avez dit, il faudra peut-être une adaptation locale, notamment littorale, notamment Méditerranée, mer eutrophe, comme vous le dites. Puis en plus, les herbiers de Posidonie, massacrés par les ancres des plaisanciers à Porquerolles pendant des années, ont besoin d'azote. Élodie, mais alors vraiment 30 secondes. Axel arrive avec le micro. Je voulais juste réagir sur cette question de la DERU2. C'est pas qu'une question de station d'épuration et de solution end of pipe. Enfin, end of pipe. Tu vois, on parlait du tout réseau ce matin en disant qu'il faut déconnecter, etc. Et c'est vrai que dans la DERU2, il y a cette pression au regard du traitement, station d'épuration et gestion des micropolluants. Mais il y a aussi des plans de gestion intégrés qui visent à amener les territoires à réfléchir aux solutions à la source, à la déconnexion des eaux pluviales. Et si on a un traitement, on enlève 99,9% des polluants à la station d'épuration, mais qu'avec un orage, on renvoie directement des eaux non traitées, c'est un effort financier énorme et environnemental peut-être vain. Donc il y a vraiment à toujours intégrer cette vision globale. Et je prêche un peu pour ma parole. On a bien compris, Élodie. Oui. Mais c'est tellement bien dit. Bon, en tout cas, c'est super important de rappeler que ce n'est pas qu'une question de station d'épuration et de traitement des micropolluants, et qu'il y a des solutions extrêmement importantes à développer à l'échelle des territoires. Et on était dans le sujet de la vision transversale, gouvernance, etc. Donc, il y en a même pour les PFAS et les TFA, mais ça coûte très cher, donc autant pas les foutre à la flotte. Bruno, vous aurez le mot de la fin, ce qui veut dire un mot court. C'est pas un mot conclusif, mais je voudrais juste souligner que on a peu parlé de la question des milieux naturels. Enfin, on en a parlé beaucoup en creux. Le président Sadi a parlé de la nécessité de recherche fondamentale. Nous devons retrouver d'abord, nous ne devons jamais oublier à quel point il est nécessaire que dans toutes nos considérations, on laisse une place importante au milieu naturel. Sans lui, il n'y a pas d'avenir pour nos enfants. Donc il faut absolument qu'on remette toujours cette question en perspective. Et je pense effectivement qu'il y a beaucoup de solutions
qui pourraient être trouvés et beaucoup d'avantages qui pourraient être pris en retissant de véritables liens avec le fonctionnement naturel. Là-dessus, on a besoin de réflexion, on a besoin de recherche, on a besoin de travail. Mais je pense que si on oublie cette idée-là, on n'ira pas loin. Donc il faut absolument qu'on se rappelle le milieu naturel et notre nécessité, notre besoin de vie absolue. Et parmi ceux-ci, il y a les sols bien vivants, bien structurés, qui est aussi un des sujets des agences de l'eau. On ne peut pas parler de l'eau dans les sols. Je milite, moi, pour que les agences de l'eau deviennent des agences de l'eau et des sols. Et puis en plus, ça emmerdera l'OFB qui vous pique 400 millions, on a bien compris. Je plaisante. Merci à tous, mesdames, messieurs. On reparle milieu naturel à 14h au même endroit. Je serai toujours là. Merci. 3, 2, 1.